À en croire certains médias français, on a l'impression que les routes de la soie sont plus belles quand elles sont proposées par des pays occidentaux. Regardez ces titres d'actualité. Contre la Chine avec leur propre route de la soie. La riposte de l'Europe en Afrique et en Amérique latine. Un peu belliqueux, n'est-ce pas? Mais leurs routes de la soie sont-elles à la hauteur de celles des Chinois? Il faut du temps pour l'évaluer. Car celle proposée par la Chine sous le nom d'initiative de la ceinture à la route a déjà une histoire de 10 ans. Au cours de cette dernière décennie, la Chine et les pays partenaires ont construit beaucoup de choses ensemble. Des ponts, des ports, des routes, des voies ferrées, des usines, et j'en passe. Il est difficile de comparer des plans qui restent encore à l'état de projet pour la plupart des cas avec un plan lancé il y a 10 ans et dont les résultats tangibles sont constatés dans de nombreux pays. D'ailleurs, il est déplacé de se vanter au tout début d'un projet. Les actions sont toujours plus convaincantes que les paroles. Mais ce qui rend la narration occidentale encore moins crédible, c'est que la parole des Occidentaux n'a pas une bonne réputation dans les pays du Sud. Ils pensent que le reste du monde prend tout ce qu'ils disent comme argent comptant. Ils semblent avoir oublié que la plupart des pays du Sud ont souffert de la colonisation des puissances occidentales, qui est d'ailleurs l'une des causes principales de leur sous-développement. Et la partie la plus hallucinante dans la narration occidentale, ce sont des critiques envers la Chine et les réalisations qu'il a pu faire avec ses partenaires au cours des 10 dernières années. La Chine est accusée de coercition, d'opacité de contrats, du manque de respect pour l'environnement, etc. Ces soi-disant chroniqueurs et experts qui apparaissent souvent dans les médias influents occidentaux font penser à ces clients très pointilleux qui n'achètent rien mais qui critiquent violemment tout ce qu'il y a dans le magasin. Passons en revue quelques-unes de ces accusations. La coercition d'abord, c'est un comble. Cela donne l'impression que ces pays partenaires de ceinture à la route ont été contraints d'avoir l'idée de construire des routes, des ports et des voies ferrées. C'est ridicule. Et quand des politiciens occidentaux critiquent la Chine lors de leur visite dans des pays du Sud, ils ont tendance à oublier que l'aéroport qu'ils viennent de quitter a été construit grâce à cette initiative chinoise. La route qu'ils ont empruntée a été construite à l'aide d'un financement chinois et l'hôtel dans lequel ils sont descendus a été construit par les Chinois. Mais ils critiquent quand même la Chine. Ils n'ont rien fait pour ces pays, mais ils se sentent libres de donner des leçons. Ensuite, l'opacité des contrats. Si on suit la logique de la narration occidentale, des pays du Sud fermeraient les yeux quand ils travaillent avec la Chine et les rouvriraient quand ils travaillent avec les États-Unis ou l'Europe. C'est bizarre. C'est comme si on disait que ces pays sont tantôt ivres, tantôt lucides. Mais ils sont toujours lucides. Ils savent très bien que leur priorité est de développer leur pays et de sortir de la pauvreté. Et pour y parvenir, il faut améliorer les infrastructures. Les soi-disant experts occidentaux peuvent-ils répondre à une question toute simple? Quel pays dans ce monde a pu voir son économie décoller sans infrastructures? Aucun. Tous les pays industrialisés ont des infrastructures modernes. C'est la même chose pour les pays en développement qui ont connu récemment un essor économique, la Chine par exemple. Dans son article intitulé Une initiative très appréciée, Much Loved Proposal, Mwangi Wakila, ancien économiste de la Banque mondiale et conseiller du gouvernement kenyan, a dit ceci, je le cite. L'accent mis sur les infrastructures est justifié. Selon la Banque mondiale, si l'Afrique subsaharienne pouvait combler le retard actuel en matière d'infrastructures, le PIB par habitant augmenterait d'1,7 point de pourcentage supplémentaire chaque année. En outre, les décideurs africains savent que des pays comme la Chine et l'Inde ont maintenu une croissance rapide en investissant plus de 30% de leur PIB dans les infrastructures et les biens d'équipement. Alors qui devrait-il imiter? L'initiative de la ceinture à la route donne aux pays africains les moyens de le faire. Fin de citation. Quant aux accusations au sujet de l'environnement, je crois que certains journalistes et politiciens occidentaux devraient approfondir leurs connaissances sur la ceinture à la route. Il y a de nombreux projets d'énergie verte dans ce cadre. La centrale photovoltaïque de Garissa au Kenya par exemple. Mise en service en 2019, elle est la plus grande centrale photovoltaïque d'Afrique de l'Est. En Afrique du Sud, le projet d'énergie éolienne d'Ehar, construit également par une entreprise chinoise, est opérationnel depuis 2017. Il fournit de l'énergie propre à 300 000 ménages chaque année. Je ne peux pas passer au crible toutes les critiques parues dans la presse occidentale. C'est une perte de temps. Comme dit un proverbe navarro, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir.
Et donc dans cette dernière partie, j'essaierai de toucher le fond de la question, c'est-à-dire les grandes différences entre la Chine et certains pays occidentaux lorsqu'ils proposent une initiative comme la ceinture à la route. D'abord, c'est la motivation. Comme les titres d'actualité sur la presse occidentale le montrent, certains pays occidentaux ne sont pas motivés par l'Afrique ou l'Amérique latine, mais par la Chine, par l'objectif de contrer la Chine. Leurs médias ne le cachent pas. La Chine, quant à elle, est motivée par l'idée d'une communauté de destin. Pour la Chine, construire la ceinture à la route avec les pays partenaires, c'est un moyen d'aboutir à une communauté de destin partagée. Elle croit sincèrement que le développement des pays du Sud sera bénéfique pour tout le monde. C'est pour cela qu'elle soutient les pays du Sud dans un cadre bilatéral et multilatéral avec l'initiative de la ceinture à la route, par exemple. Pour mieux vous expliquer, je dois recourir à ma petite théorie du gâteau plus grand. Imaginez qu'on est en train de préparer un gâteau. Si on arrive à le rendre plus grand avec l'apport de tout un chacun, tous peuvent obtenir une part de gâteau plus grand, n'est-ce pas? Malheureusement, certains politiciens et experts des pays occidentaux n'y croient pas. Ils ont une fixation pour le jeu à somme nulle. Pour eux, si un pays gagne, c'est qu'un autre pays perd. Mais cela n'arrive pas à expliquer le progrès que les êtres humains ont fait depuis des millions d'années. Les conditions de vie ne cessent de s'améliorer même pour ceux qui vivent dans les régions les plus reculées. Ensuite, c'est l'inclusivité. La Chine n'a jamais interdit aux pays partenaires de la ceinture à la route de participer au plan européen et américain. Le manque d'investissement est énorme pour les pays du Sud. Selon l'estimation de la Banque africaine de développement, pour que les pays africains puissent soutenir la croissance de leur économie, de leur population et de leurs revenus et remplacer les infrastructures vieillissantes, le continent doit investir au minimum entre 130 et 170 milliards de dollars chaque année. Les gouvernements africains ne parviennent à investir que la moitié de ce montant. Donc si les Européens et les Américains peuvent y contribuer, comme ce que la Chine a fait avec son initiative de la ceinture à la route, tant mieux, la Chine sera satisfaite, car le décollage économique dans ces pays du Sud sera au rendez-vous plus tôt que prévu. Et je reviens à ma théorie du gâteau plus grand. Si on arrive à produire un gâteau plus grand et de façon plus rapide, pourquoi pas? Tous les participants seront bénéficiaires. À partir du 10 octobre, les représentants d'une centaine de pays se réuniront à Beijing pour le 3e forum de la ceinture à la route, l'occasion de faire un bilan pour les 10 ans passés et d'envisager un meilleur avenir pour tous les pays concernés.